Bienvenue sur Période d'essai. J'ai le plaisir de recevoir Mariette Darigrand. Vous êtes sémiologue, autrice et directrice du cabinet des faits et des signes. Et vous avez publié récemment L'atelier du tripalium, non, travail ne vient pas de torture, aux éditions des Équateurs. Alors, Mariette, vous le dites d'emblée, le travail, on ne cesse de répéter, peut être toxique, qui tire son origine du latin tripalium, donc un instrument de torture. Et pourtant, votre constat est sans appel, non. Le mot travail ne vient pas de tripalium. Alors, est-ce que vous pouvez revenir sur cette erreur étymologique ? Alors, c'est très amusant parce que l'étymologie ne court pas les rues. On ne parle pas d'étymologie tout le temps. Mais il se trouve que dans les livres actuels de management, dans l'entreprise, j'ai entendu plusieurs reprises cette origine du mot tripalium. Je dois dire que ça m'allait bien parce qu'en effet, le travail peut être très difficile, on le sait tous. Et il pose des questions de souffrance, des questions de santé mentale, de santé physique, etc. Donc, je ne prêtais pas trop attention. En revanche, je me souvenais, j'avais un petit coin dans ma tête où je me souvenais que le tripalium était un instrument de bois en latin. Donc je suis allée un peu creuser la chose et je me suis aperçue que Émile Littré, donc c'est pas moi qui l'ai inventé, mais Émile Littré, dès les années 1860, avait remis en cause le fait que le mot travail, sur un plan phonétique, puisse venir de tripalium. Il écoutait beaucoup les langues et en fait il avait remarqué que probablement, ça n'était pas possible et qu'il fallait aller en Languedoc. Et en Languedoc, en effet, il existe toujours d'ailleurs un mot qui est trabail, T-R-A-B-A-L-H, ou trebal en catalan encore aujourd'hui, qui ne vient pas de tri, le tri de Nantras, ça va pas, mais qui vient d'un mot latin, en effet, qui est trabs, T-R-A-B-S, et au pluriel trabes, qui va nous donner notre mot travé en français, et qui est le bois de charpente, le bois du tronc de l'arbre, et aussi le bois qui s'élance vers le ciel. Donc c'est une magnifique origine, en fait, liée à la nature, et liée au fait que beaucoup d'instruments au Moyen-Âge étaient en bois, à l'Antiquité et au Moyen-Âge étaient en bois. Donc c'est de là que vient l'idée de travailler. Certes, il y a eu un tripalium, et si vous voulez, sur un plan cognitif, on a pu rapprocher les deux mots, faire un amalgame, mais ça n'est pas l'origine phonétique du mot travail. Donc le mot travail, notre mot travail, vient du mot bois en latin, et en plus dans une dimension assez poétique. C'est plutôt chez Virgile, si vous voulez, que chez Cicéron. Chez Virgile, voilà, un aîné, par exemple, dans l'Énéide, peut aller dans la forêt et puis s'arrêter au pied d'un arbre, voir ce travail en germe, et il a son travail initiatique personnel. Donc c'est toute une dimension imaginaire très positive que je voulais prendre et développer dans le mot, par opposition à la dimension imaginaire négative, qui est le fait que le travail peut faire souffrir. Non pas pour dire « c'est pas vrai, le travail, tout va bien, youpi », pas du tout, ni pour défendre, comme on dit en politique, la valeur travail. Ce n'est pas mon projet. C'était plutôt de dire, eh bien, ouvrons notre imaginaire avec d'autres, osons aller ouvrir notre imaginaire au-delà de la doxa, de l'étymologie convenue, qui par ailleurs est fausse. Comment cette fausse étymologie, elle influence notre rapport au travail aujourd'hui ? Alors je crois qu'elle l'influence de deux façons. La première façon, dans l'entreprise ou dans le monde du travail, on peut accepter de souffrir ou accepter ou vouloir faire souffrir les autres au nom, en quelque sorte, du fait que le travail, de toute façon, ça fait souffrir. C'est une torture, l'étymologie le dit, donc il n'y a pas de raison de ne pas souffrir un peu. C'est un peu ce qu'on dit aux jeunes aujourd'hui. On dit « ah, ils sont paresseux, ils ne veulent pas travailler autant, etc. » Mais souffrir, ça fait du bien. Ça, c'est la moraline issue je dirais que c'est la vox populi, c'est la sagesse des nations, plus ou moins issue d'un catholicisme doloriste qui existe beaucoup en France. Mais alors, ce qui est très drôle, c'est qu'il y a une deuxième influence qui est beaucoup plus politique et qui vient là du marxisme, où le travail aliène l'homme, le travail est vraiment une mauvaise chose finalement, et le but de la vie serait de se libérer de tout ça. Donc si vous mettez ces deux choses ensemble, d'ailleurs c'est intéressant parce que le dictionnaire d'Alain Rey, qui était
très, très, très à gauche. Ça ne l'a pas gêné. Il savait bien que ce n'était pas forcément possible. Il avait lu Littré, que travail vienne vraiment tripalium. Mais l'amalgame, il disait qu'il y a eu un amalgame entre les mots. Ce n'est pas forcément la phonétique. Vous voyez? Donc on a plusieurs forces qui tentent à dire, bah, écoutez, la torture, oui, elle est quand même à l'origine, c'est une sorte de souche génétique du mot travail. Mais ça n'est pas vrai. Et donc, vous avez évoqué rapidement l'autre origine que vous proposez. Pourquoi est-ce que cette origine, elle permet de replacer le travail dans un cadre plus positif et productif? Alors, comment se fait le langage? Comment se fait le code avec lequel nous parlons? Il se fait au nom de vérité. Ça, c'est une chaise, ça, c'est une table, etc. Le langage est toujours un peu très assertif, finalement, sinon on ne pourrait pas avoir un code commun. Donc, parfois, et c'est le travail de la sémiologie, il faut interroger ce code commun et dire, bon, ok, travail, boulot, taf, tout ça, c'est pas facile. Ok, d'accord. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas rouvrir le mot? C'est un peu comme une boîte à images, le mot. Je vois ça comme ça, des espèces d'images qui s'envolent et que nous n'avons pas maintenues, n'avons pas mémorisées ou n'avons pas actualisées. Prenons l'exemple du labeur. Pourquoi est-ce que nous ne disons pas labeur? Labeur est un mot vieilli en français. Français contemporain, on dit je travaille, mais pas je labeur. En anglais, on va dire oui. Le mot latin est passé en anglais, c'est drôle. Donc, c'est parce que travail, pendant 12, 13, 14 siècles, il y a eu une course entre les deux. Les deux mots étaient synonymes en ancien français, moyen français. Mais à un moment donné, le mot travail a gagné. Du coup, nous avons perdu quelque chose que nous apportait labor, le labor latin. Le labor latin a été beaucoup plus lié à la nature. On pouvait parler du labor de la lune, de l'abord de la mer, c'est-à-dire que la nature elle-même a son travail, qui n'est pas un travail salarié, bien sûr. Et c'est fondé sur l'idée que l'homme ne peut pas s'empêcher de travailler. Labor et lapsus sont de la même famille. C'est comme si nous ne pouvions pas nous empêcher de travailler. Et c'est exactement ce que dit Hannah Arendt, la philosophe Hannah Arendt, quand elle met le travail au centre de la condition humaine. Elle dit, mais si l'homme ne va pas de manière pulsionnelle vers l'action de faire quelque chose, par exemple si l'enfant ne tète pas son lait, si l'homme, mais dès le paléolithique, ne fait pas son toit, ne fait pas sa chasse pour manger, puis son toit, comme une espèce de pulsion, on ne réfléchit pas, eh bien il n'y a pas la vie. Donc je trouve que c'est intéressant de rapporter cet élan vital à l'origine même de l'acte de travailler. Et comment votre nouvelle approche, elle enrichit la compréhension des métiers manuels, artisanaux, que vous évoquez dans l'ouvrage comme une forme de retour aux sources? Eh bien, je crois justement que c'est intéressant d'ailleurs comment Arendt fait une hiérarchie justement entre le labor, le travail premier, naturel en quelque sorte, le travail second où on fait des outils, il faut déjà inventer un peu, on va vers l'industrie, et puis l'action sociale où c'est un travail collectif. Mais en français, elle a écrit en anglais, et c'était labor, work, action. Et on a traduit le niveau intermédiaire, le work, par œuvre. Et là, il se passe un carrefour typique de la culture romane et française en particulier, où on sépare le travail utilitaire et l'art, l'œuvre, quelque chose qui va avoir une créativité. Donc aujourd'hui, si vous voulez, je crois qu'on souffre de cela. On souffre de séparer ce qui est pénible, ce qui est utilitaire, ce qui est alimentaire, un boulot alimentaire, de ce qui va nous rendre créatifs, nous développer, etc. Et je pense que nous aurions intérêt à tenter de réunir les deux choses. Il y a des métiers il y a des fonctions, des métiers qui ne sont pas créatifs ou qui sont très ennuyeux et puis voilà, c'est tout. Mais il y a aussi, même dans un travail manuel justement, un travail qui n'est pas forcément idéologiquement valorisé dans notre société du tertiaire, de la tech, etc. Boulangerie, par exemple, menuiserie. Il y a probablement une source de plaisir que les gens qui le font par choix, ces métiers-là,
éprouvent et qui ne sont pas reconnus par la société. Faire un pain de A à Z contient un plaisir philosophique, un plaisir de la satisfaction métaphysique de l'homme. Hein, je ne l'invente pas, je cite des livres dans mon livre là-dessus, dont un d'un psychanalyste qui dit mais il ne faut pas priver l'être humain de cette entièreté de la tâche. Faire complètement quelque chose, un pain, un meuble, mais aussi peut-être un rapport managérial, un agenda, un projet, exactement. C'est important de le faire entièrement. Or, aujourd'hui, dans les entreprises telles qu'elles sont, dans les organisations contemporaines, c'est très difficile d'avoir l'entièreté de la chose. On coupe beaucoup les tâches ou on virtualise beaucoup les tâches. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait de ma journée? Or, ça, être satisfait par le travail accompli dans la journée, c'est une émotion positive métaphysique qui nous manque trop souvent. Vous écrivez que le monde du travail actuel, il est souvent caractérisé par des termes anxiogènes, je pense au burn-out, au workaholisme. En quoi ces réalités, elles reflètent l'évolution de notre société? Alors, probablement la technicité d'une part, et aussi un désir de mettre de la pathologie ou de la psychopathologie, parce que le discours psychologique s'est beaucoup répandu. Je prends l'exemple de ce qu'on appelle aujourd'hui le pervers narcissique. Il y a, et heureusement d'ailleurs c'est reconnu maintenant par la loi, il y a des formes de harcèlement dans le monde du travail qui sont punies, et qui sont surveillées et punies, et c'est très bien. Mais dans certains cas, le pervers narcissique patenté, comme ça, qu'on subodore comme ça, c'était ce qu'on appelait avant le petit chef. Or, le petit chef, on pouvait aller contre lui avec son syndicat, par exemple. Dire, monsieur machin, non, il déroge, il n'a pas la morale qu'il faut dans l'entreprise, etc. Aujourd'hui, vous pouvez vous trouver tout seul devant quelqu'un que vous supposez pervers narcissique parce que vous avez entendu des émissions dans les médias, vous avez lu des choses, vous avez parlé avec votre psy qui vous dit votre patron, il est pervers narcissique. Mais c'est beaucoup plus difficile de se défendre à ce moment-là, hein, sauf si il y a enquête, risques psychosociaux et que là, mais c'est un gros processus. Ce que je veux dire, c'est qu'on laisse beaucoup trop l'individu seul, seul devant l'organisation, avec des questions qui seraient psychologiques. Or, quand on est dans la psychologie, on peut aussi soi-même se remettre en cause. Se dire, peut-être que je ne suis pas assez fort, j'ai pas assez de... Donc voilà, c'est ça, notre société a tendance à faire ça d'une façon générale avec l'individu. C'est de quand même beaucoup l'interpeller dans son autonomie, sa responsabilité. Est-ce que tu es sûr que tu as fait ce qu'il fallait pour être fort, pour être audacieux, pour bien parler, etc. Sans tenir compte... J'aime pas le concept de fragilité parce que je crois que nous sommes plus solides que nous ne pensons, mais sans tenir compte de la sensibilité de chacun. Et parfois, et c'est un des gros avantages du monde du travail, c'est qu'il crée des solidarités de fait. On n'est pas forcément toute la journée avec des gens qu'on aime, mais on est toute la journée avec des gens avec qui on a des intérêts communs. Et c'est extrêmement important, cette relation de camaraderie, d'amitié, les collègues, la collaboration, etc. Et je crois qu'il faut faire confiance à ce lien et lutter beaucoup contre le sentiment de solitude devant les problématiques. Et est-ce que le langage managérial actuel, il accentue pas finalement ce malaise? Si, je crois que le langage managérial actuel, très marqué par la psychopathologie, enfin en gros, hein, il accentue cela. Et qu'il faudrait en revenir à des termes peut-être plus littéraires, aller chercher, c'est ce que j'ai voulu faire, hein, aller chercher dans notre histoire culturelle. Prenons l'énergie, le mot énergie. Énergie, il est évident que quand on travaille bien ensemble dans un groupe de travail, il y a une énergie qui passe. Elle passe pour le groupe et vous-même, en tant que personne, vous en recueillez quelque chose pour vous. Et cette image mentale de l'énergie qui circule vient directement du mot grec ergon, car dans le monde grec, il n'y avait pas le mot travail. C'était l'idée que l'énergie passait des dieux à... Les dieux étaient bosseurs, les dieux étaient forgerons, tisserands, cultivateurs, guerriers, pêcheurs. Et donc les hommes pouvaient prendre par mimétisme,
en regardant et en éprouvant cette énergie, l'énergie, c'est une émotion qui va avec le sentiment divin. C'est tout d'un coup, on se sent pris par quelque chose qui nous emporte. Eh bien, je trouve que c'est intéressant à ne pas perdre. Parce que ce n'est pas complètement déconnecté de ce que nous faisons aujourd'hui. Je vous dis, quand les groupes de travail travaillent bien ensemble, il y a une vraie énergie qui passe. Et cet ergone-là, nous, en français, nous n'avons pas vraiment de mots pour le dire. On dit ergothérapie ou je sais pas, ou ergonomique, une chaise ergonomique. Mais ne pas perdre ce sens du geste qui circule et qui se diffuse, qui s'imite aussi. L'imitation, c'est quelque chose de très important. Quand on voit ce qu'il y a dans l'atelier traditionnel, le maître et son apprenti. Et par exemple, prenons aujourd'hui les alternants qui sont, comme on dit, en apprentissage. Je trouve que là, c'est une très très bonne façon de reprendre un vocabulaire désuet qui avait disparu ou qui était relégué, apprentissage. Et aujourd'hui, tous les jeunes étudiants, donc éduqués, les gens éduqués en haut de la société, veulent aller en apprentissage parce que là, il se passe quelque chose pour eux qui n'est pas forcément permis dans les familles. C'est simplement le plaisir de faire pareil, d'imiter et de faire circuler l'énergie. Justement, vous l'évoquez, la notion de travail, elle n'est pas la même selon les cultures, selon les pays. Est-ce que le trop-plein d'anglicisme ne contribue pas à masquer les spécificités françaises concernant le travail? Oui, je dirais les spécificités locales, françaises pour nous, européennes plus largement. Oui, ça c'est sûr. L'influence américaine est très grande dans nos cultures. L'anglais est très pratique pour certaines choses. Par exemple, le marketing, c'est très bien en anglais. C'est une langue qui va bien avec le commerce. Mais je ne suis pas sûre qu'elle aille très bien et précisément avec les questions de ressources humaines. Prenons le burn-out. Le burn-out, le mot est remarquable et il a été pris par tout le monde. C'est vraiment, on voit bien l'image, on se consume de l'intérieur, on brûle, etc. Mais quand on demande aux gens qui ont eu un burn-out d'en parler, ou j'ai travaillé avec une femme médecin spécialiste de ces questions-là, elle dit le burn-out, Florence Bénichou pour la citer, elle me dit le burn-out ne dit pas tout du malaise. Ça peut être pour quelqu'un le sentiment de brûler, mais pour une autre personne, c'est pas l'élément feu qui compte, c'est l'élément R. Je ne suis plus rien. J'étais un souffle et je suis annulée. Je suis vide. En moi, il n'y a que du vide. Vous voyez, chacun doit pouvoir donner son image personnelle. Et notre français, il est très riche sur le plan du vocabulaire du travail. Il est très très riche, y compris dans son argot. Et il faut en effet pouvoir, par exemple, taffer, ce que disent les jeunes aujourd'hui, je croyais que c'était de l'argot, mais non, c'est pas de l'argot, c'est le taf, c'est le butin des corsaires. Donc si, c'est une jolie métaphore, celle du voyage et de l'abordage. Bah, pourquoi pas avoir en entreprise l'idée, on va faire une réunion de taf. Pourquoi pas? Il faut oser, c'est pour ça que j'ai fait un glossaire à la fin de mon livre, il faut oser aller piquer dans notre vocabulaire traditionnel. Je suis d'accord. Le vintage est à la mode, bah allons-y dans les vieux mots. Et alors, en tant que sémiologue, quels mots associés au travail devraient, selon vous, être reconsidérés, remplacés? Est-ce qu'on peut choisir quelques exemples? Alors pour moi, il y a ce concept très important de l'homo faber. L'homo faber, c'est-à-dire l'homme fabricant, c'est celui qui se pose la question de à quoi va servir ce qu'il a fait. C'est à la fois un plaisir dont on parlait tout à l'heure, finir quelque chose, penser à mon objet, pas juste pour la tâche que j'ai à faire moi, mais quand il sera fini. Donc se poser la question de l'achèvement de l'objet et à quoi il va servir. Ça, c'est ce qui nous différencie d'un animal. Après tout, il y a des oiseaux qui font des nids extraordinaires, ils en font plein, ils sont extrêmement élaborés, et le biomimétisme aujourd'hui va imiter cette technique. Ils ont de la technicité, les animaux, mais ils ne sont pas très fins pour savoir à quoi ça sert. Donc je crois que là, il y a une source de plaisir dans la tête très important. À quoi va me servir vous faites cette émission, à quoi elle va servir? Est-ce qu'elle va servir à d'autres gens? Je crois que ça, c'est une question contemporaine. C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui
demandeur de sens, ce qu'on appelle le sens au travail, demandeur de sens, au-delà d'un court terme. Bon, ben là, de 5 heures à 6 heures, on fait ça, et puis hop. Non, il y a une utilité, et nous avons besoin de nous sentir utiles à quelque chose en dehors de nous-mêmes. Et là, il y a un plaisir très grand. Alors, moi, je n'aime pas trop qu'on soit en fatigue et qu'on dise la joie, parce que c'est trop... ça fait un peu les sonnettes, les trompettes mystiques. Mais je crois qu'il y a quand même quelque chose de ça dans ce que nous cherchons. Vous avez évoqué Émile Littré, Hannah Arendt. Quels apports philosophiques sont essentiels pour repenser le travail, selon vous? Je crois que justement, en fait, ça touche à quoi ça sert l'homme. Donc, vous pourrez dire toute la philosophie. D'ailleurs, pratiquement tous les philosophes parlent du travail, d'une certaine façon. Là, un livre vient de sortir, très intéressant, de Pierre-Henri Taboyot, je vais le citer. Le titre, c'est Voulons-nous encore vivre ensemble? Donc, il se pose la question de la société démocratique. Et il a plusieurs chapitres, dont la famille, etc., et le travail. Parce que le travail, c'est vraiment un pilier de ce qu'on peut faire. Donc, c'est une question philosophico-politique absolument essentielle. Si je prends le vocabulaire de la psychanalyse, c'est le travail. Freud lui-même a parlé du travail du rêve. Et notre esprit, notre psyché peut travailler alors que nous faisons autre chose. Il faut nous garder cette possibilité inconsciente de produire des choses. Et ça, les alchimistes le savaient, on peut produire, transformer en or certaines choses qui sont comme ça banales ou bien qui nous font souffrir, et on peut les transformer en quelque chose. Le travail intellectuel sert à ça aussi. Nous transformons quelque chose nous prenons notre ignorance et nous en faisons une culture. Bon, voilà, je crois que ça donne une joie, un plaisir, un sens de soi-même, un sentiment d'utilité, que la vie vaut d'être vécue. Je vais jusque-là. Et vous avez dédié ce livre à vos grands-pères artisans et ouvriers. Comment est-ce que leur parcours vous ont inspiré? Alors, mon grand-père artisan était ébéniste, donc le bois me parle toujours. Et dans la langue de mes grands-parents qui étaient du Béarnais, donc le sud-ouest de la France, il y a toujours le mot travail en occitan. Donc, je ne dis pas que c'est un exemple. Ce que j'ai gardé de mon grand-père artisan, c'est aussi très concrètement des outils qu'il avait, que mon père m'a donné, que j'ai transmis à mon fils, qui se prénomme Manuel. Donc vous voyez que j'avais envie, quelque chose comme ça. Et mon grand-père ouvrier, je dirais que c'est lui était beaucoup moins, avec le travail, il était beaucoup plus désinvolte. Et il n'en faisait pas trop. Et je crois que c'est aussi cela que j'ai gardé, c'est-à-dire la vie, c'est pas juste s'épuiser à travailler. Donc j'avais un peu un équilibre, je voulais aussi dire ça, l'équilibre entre la morale du travail, pour que les enfants aient une meilleure vie, etc. Ça, c'est mon grand-père artisan ébéniste. Et mon grand-père peintre en bâtiment, qui par ailleurs avait été un peu tombé sur l'échelle sociale parce qu'il était héritier de son père qui avait une petite entreprise, et il a fini ouvrier, et ça lui allait bien parce qu'il n'avait pas trop de responsabilités. Je veux dire que c'est bien aussi de pouvoir faire comme ça. Alors à quoi, selon vous, ressemblerait une société dans laquelle le mot travail retrouverait toute sa dignité? Je pense que ça nous permettrait d'envisager l'avenir avec beaucoup plus d'appétit. Parce que c'est un autre sujet, mais actuellement, qui nous parle d'avenir? Les seules personnes qui nous parlent de ce qui va se passer après sont apocalyptiques, sont dystopiques, sont catastrophistes. Et je me dis, mais c'est tout à fait personnel, que le travail porte en lui quelque chose de l'avenir, parce que c'est toujours un parcours. D'ailleurs, le mot travel, le mot voyage en anglais, vient de notre ancien français travail. Nos vies professionnelles sont des parcours. Et notre vie psychique qui travaille toute seule est aussi un parcours de vie. Donc je trouve que le travail nous amène à envisager notre futur, nous dit finalement si nous travaillons, et si nous sommes heureux de produire des choses, si ce travail n'est pas trop pénible et nous amène à une forme de métamorphose de la vie, et puis de gain aussi, ça nous met sur la route de l'avenir, et ça, c'est optimiste et c'est positif. Et aujourd'hui, très très peu de sujets
nous disent quelque chose de positif sur notre avenir. Donc finalement, je travaille, donc je suis. Et je serai. Mariette, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. L'atelier du Tripalium Non Travail ne vient pas de torture est disponible aux éditions des Équateurs. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode de Période d'essai.